À présent, nous allons voir la notion d'intégrale et sa liaison avec les primitives, autrement dit, comment calculer une intégrale. Primitive d'une fonction continue sur un intervalle. Je vous rappelle la définition suivante. Si petit f est une fonction continue sur un intervalle grand I, alors dire que grand F est une primitive de petit f sur I signifie que grand F est dérivable et que sa dérivée, c'est petit f. En effet, voyons sur un exemple, j'ai la fonction qui a x associe 3x au carré moins x et la fonction qui a x associe 3x au carré moins x plus 2. Ces deux fonctions sont des primitives de la fonction qui a x associe 6x moins 1. En effet, si je prends la première, par exemple, je l'appelle f, si f de x c'est 3x au carré moins x, sa dérivée de 3x au carré c'est 6x, la dérivée de x c'est 1, donc sa dérivée c'est 6x moins 1, c'est-à-dire cette fonction-là. Si je prends la deuxième, 3x au carré moins x plus 2, dérivée de 3x au carré c'est 6x, de moins x ça fait moins 1, dérivée de 2 c'est 0. Donc j'ai là deux fonctions qui sont des primitives de cette fonction-là, puisque leur dérivée c'est celle-ci. Donc c'est une raison pour laquelle ici je n'ai pas mis là mais une, parce qu'il n'y a pas unicité des primitives. Propriété. Si j'ai une fonction petit f définie sur un intervalle et qui admet une primitive que l'on va appeler grand F, alors l'ensemble des primitives de petit f sur cet intervalle est constitué par les fonctions g définies par g de x égale f de x plus c, où c est une constante réelle. Donc l'ensemble des primitives est infini et elles sont toutes définies à une constante près. D'un autre côté, si je veux avoir une condition qu'on appelle initiale, c'est-à-dire si je cherche une primitive telle que g de x0 égale y0, dans ces cas-là, elle est unique. Il existe une unique primitive ou une primitive et une seule, g sur i, telle que g de x0 égale y0, avec x0 et y0 des nombres donnés. Démonstration. La première propriété me dit que l'ensemble de primitives est constitué par les fonctions qui s'écrivent g de x égale f de x plus c. Ça veut dire que si j'ai une fonction qui est une primitive, alors elle s'écrit comme ceci. Et réciproquement, si elle s'écrit comme ceci, alors c'est une primitive. Donc pour démontrer cette première propriété, il va falloir le faire dans les deux sens. Donc là, je commence par prendre une fonction qui s'écrit f de x plus c. Donc soit une fonction f plus c. Là, afin d'alléger les notations, au lieu d'écrire systématiquement f de x, g de x, je mets juste les noms de la fonction. Donc si j'ai une fonction qui s'écrit f plus c, que je la dérive, donc ça sera la dérivée d'une somme est égale à la somme des dérivées, donc ça sera f' plus c', mais c étant une constante, c' vaut 0, donc la dérivée de f plus c, ça va être f', c'est-à-dire petit f. On en déduit que f plus c est une primitive de petit f. Donc si j'ai une fonction qui s'écrit comme ceci, c'est une primitive de petit f. Réciproquement, si je prends une primitive g, il faut que je montre qu'elle peut s'écrire comme cela. Donc soit j'ai une primitive de f, alors f moins g', c'est f' moins g', c'est-à-dire petit f moins petit f, ça vaut 0. Donc j'ai une fonction qui est constante, puisque sa dérivée est nulle. On va appeler c le réel tel que f moins g est égal à c, et dans ces cas-là, je peux écrire f égale g plus c. Donc j'ai trouvé un réel c tel que grand f égale grand g plus c. À présent, on va démontrer la deuxième partie que j'ai réécrit afin que nous l'ayons sous les yeux. Donc on veut montrer que pour une condition initiale fixée, il existe une unique primitive. Alors, g de x0 c'est égal à y0, ça veut dire que f de, comme on a vu tout à l'heure, que toutes les fonctions primitives s'écrivent f de x plus c, ça veut dire que f de x0 plus c est égal à y0. Et donc ça veut dire que c, c'est y0 moins f de x0. Et comme y0 et x0 sont des nombres fixés, et bien c est unique. Donc si c est unique, la fonction g
est unique. Alors une remarque, la condition g de x0 égale y0 est appelée condition initiale en sciences physiques. Par exemple, c'est la position à t égale 0, la vitesse à t égale 0. Voyons un exemple d'exercice. Soit la fonction f définie par 0 plus l'infini par f de x égale 3x au carré plus 6x plus 4 sur x plus 1 au carré. Première question, montrez que la fonction grand F qui vous est donnée est une primitive de petit f sur cet intervalle. Quand on fait une proposition de primitive, ce n'est pas compliqué, il suffit de dériver la fonction proposée. Alors grand F c'est une fonction dérivable, effectivement, c'est le quotient de deux fonctions dérivables, mais x plus 1 ne s'annule pas puisque x est positif, donc x plus 1 sera différent de 0, donc elle est bien dérivable. Maintenant je la dérive, c'est la dérivée d'un quotient, donc je vais poser u égale 3x au carré plus 4x. Donc sa dérivée, ça va être 6x plus 4. Et v égale x plus 1, donc sa dérivée, ça va être 1. Donc ça fait v fois u' moins u' fois v sur v carré. Non, moins u fois v', pardon, sur v carré. Je développe. Et je trouve que, après avoir simplifié, que effectivement, grand f' c'est petit f. Et par conséquent, grand f est une primitive de petit f sur cet intervalle. Ensuite, il faut trouver la primitive telle que l'image de 2 est égale à 4. Donc pour cela, je sais que les primitives de petit f sont les fonctions qui s'écrivent g de x égale f de x plus c. Donc ça veut dire que c'est f, je remplace grand f par sa valeur, donc 3x au carré plus 4x sur x plus 1 plus la constante. Or moi je veux g de 2 égale 4, donc je remplace x par 2. Donc ça fait 3 fois 2 au carré plus 4 fois 2, ça fait 3 fois 4, 12 plus 8 sur 3, ce qui me fait 20 tiers. 20 tiers plus c est égal à 4. On en déduit que c c'est égal à 4 moins 20 tiers, ce qui fait moins 8 tiers. Conclusion, la primitive de petit f telle que g de 2 est égal à 4 est définie par g de x égale 3x au carré plus 4x sur x plus 1 moins 8 tiers. Interprétation graphique de cette notion de primitive qui est définie à une constante près. Ça c'est la représentation graphique. Ici, celle-ci, c'est la représentation graphique de la fonction étudiée tout à l'heure, f de x égale 3x au carré plus 4x sur x plus 1. On a l'impression que c'est une fonction affine, mais ça c'est l'échelle qui veut cela. Et donc, chaque primitive se déduit de la première en faisant une translation de vecteur k fois j, j étant le vecteur unitaire de l'axe des ordonnées, k fois j avec k réel. Donc tout à l'heure, je voulais g de 2 égale 4, donc c'est-à-dire que quand x égale 2, y égale 4, on est ici. Et donc la fonction que l'on a choisie, la primitive dont on avait besoin, elle est représentée là. C'est la fonction qu'on avait à la fin de l'exercice. Voyons à présent un exemple où les conditions initiales sont très importantes, qui est emprunté à la mécanique. On a une balle qu'on va appeler P, assimilée à un point, lancée vers le haut depuis un point de départ H0. On va la lancer avec une vitesse qui est représentée ici par le vecteur vitesse V0, qui suit un angle alpha par rapport à l'horizontale, c'est-à-dire l'axe X. On veut déterminer l'équation RR de sa trajectoire et on négligera dans cet exercice les forces de frottement. D'après le principe fondamental de la dynamique, la somme des forces est égale à masse fois l'accélération. Or, comme on a négligé les forces de frottement, la balle n'est soumise qu'à son poids. Donc le poids P est égal à m fois accélération, en vecteur bien sûr. Le poids c'est m fois g, donc mg égale masse fois l'accélération.
J'en déduis que le vecteur accélération a pour coordonnées, je rappelle que G est un vecteur qui est comme ceci, donc l'abscisse vaut 0, l'ordonnée vaut 0 et la cote vaut moins z. Moins g, pardon. Or, on sait que l'accélération est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc la vitesse est une primitive de l'accélération. Il va donc falloir que je trouve une primitive de ce vecteur-là. Primitive de 0, c'est une constante. Donc je vais l'appeler V0x. Primitive de 0, c'est une constante. Je l'appelle V0y. Et primitive d'une constante, c'est t. Donc en effet, si je dérive moins g fois t, j'obtiens moins g fois 1. Donc j'obtiens moins g. Donc primitive de moins g, ça va être moins gt plus une constante, et donc que je vais appeler V0z. Alors V0, le vecteur, il a une composante suivant x qui est représentée là, donc c'est V0 cosinus alpha, je fais le projeté orthogonal sur l'axe des abscisses. La composante suivant y qui est nulle, puisqu'on se place dans un plan x au z, et la composante suivante z, qui est ici, c'est donc V0 sinus alpha. Donc j'en déduis les coordonnées du vecteur vitesse. Ensuite, je sais que le vecteur vitesse, c'est la dérivée de la position par rapport au temps. J'en déduis donc que le vecteur OB, le vecteur position, est une primitive du vecteur V. Donc je vais faire une primitive de chaque composante de mon vecteur V. V0 cos alpha, c'est une constante. Donc je fais constante fois t. En effet, si je dérive, t devient 1. Et donc ça me redonne ma constante. Donc je fais constante fois t plus position initiale. Dérivée d'une constante, c'est 0. Donc primitive d'une constante de 0, pardon, c'est une constante, y0. Ensuite, là, si je dérive t carré, ça fait 2 fois t. 2 fois 1 demi, ça fait 1. Donc effectivement, moins 1 demi de gt carré, c'est une primitive de moins gt. Primitive de V0 sinus alpha, ça va être V0 sinus alpha t, plus la constante. J'ai remis la figure pour qu'on voit ce qu'on faisait. Et donc après simplification, étant donné que mon point de départ il est à x égale 0, y égale 0 et z égale, on va appeler ici petit h la hauteur à laquelle la balle est lancée, voici les coordonnées de mon vecteur position. Donc voici comment déterminer la position d'un solide, d'un mobile par rapport au temps. Alors ensuite, si je veux l'équation cartésienne de la trajectoire, j'ai que x c'est V0 cosinus alpha t et z c'est moins 1 demi gt carré plus 20. Donc si je vais exprimer t en fonction de x, donc t c'est x sur V0 cos alpha, j'ai le droit de le faire puisque alpha est différent de pi sur 2, donc cosinus alpha n'est pas nul. Ensuite je remplace ceci pour tous les t qui sont dans l'expression de z, donc z égale moins 1 demi de g x sur V0 cos alpha carré, plus V0 sinus alpha x sur V0 cos alpha, plus h, ce qui après simplification me donne ceci. Et donc je retrouve l'idée que la trajectoire d'un solide est une parabole. Elle va faire comme ceci ma balle. Nous allons voir enfin 3 théorèmes qui sont primordiaux dans ce chapitre. Le premier qui dit que toute fonction f continue sur un intervalle admet des primitives. Donc, voilà. Donc pour savoir si la fonction que vous étudierez admet des primitives, il faut vérifier qu'elle est continue. En particulier, il y a une primitive qui s'écrit ainsi, c'est-à-dire que la fonction grand f qui a x associe intégrale de a à x, attention, le x, il est là-haut, sur la borne supérieure de l'intégrale. Donc, intégrale de a à x de f de t dt est l'unique primitive de f qui s'annule en petit a. En effet, si x égale petit a, on a intégrale de a à a, ça vaut 0. Donc ça, c'est une façon d'exprimer la primitive d'une fonction f qui s'annule pour une valeur donnée. Donc ayez cette primitive en tête.
Notamment dans certains exercices, on peut vous donner une fonction définie par intégrale et dans ces cas-là, il faut penser que ça peut être la primitive d'une autre fonction. Et conséquence de ce théorème, qui va être le théorème que vous utiliserez le plus dans ce chapitre, qui est si grand F est une primitive de petit f, alors intégrale de a à b de petit f de x et x égale grand F de b moins grand F de A, ce que l'on peut noter, quelquefois on met ces crochets, alors ces crochets-là ne sont pas des parenthèses, mais on met ces crochets avec cette notation qui veut dire grand F de B moins grand F de A. Ces trois théorèmes, les démonstrations sont, si ce n'est à connaître, au moins en connaître le principe, je vous les donnerai sous forme de polycopiés et nous les étudierons ensemble. Voyons un exemple d'utilisation de ces théorèmes. On a grand F et grand G, deux fonctions définies sur 0,1, grand F défini par une intégrale et grand G défini plus simplement. Première question, dériver F et G. Alors, par définition, grand F, c'est intégrale de 0 à x de petit f de t dt en posant petit f égale t carré exponentielle t. Vous voyez, on fait attention de pas, surtout, on a dit que cette variable était muette précédemment, mais il ne faut surtout pas lui donner le même nom que la variable qui est là. Par conséquent, par définition, c'est une primitive, grand F est une primitive de la fonction petit f. Comme c'est une primitive, sa dérivée c'est petit f de x, et donc sa dérivée c'est juste x au carré exponentielle x. Maintenant la fonction g. La fonction g elle est dérivable comme produit de fonction dérivable. Donc je vais la dériver, c'est un produit de fonction, on a u de x qui est égal à x au carré moins 2x plus 2. Donc sa dérivée c'est 2x moins 2. Et v qui est égal à exponentielle x. Donc sa dérivée c'est exponentielle x. Donc je dérive de x au carré moins 2x plus 2, somme 2x moins 2 fois exponentielle x plus u fois v'. Je remarque que j'ai un facteur commun, comme toujours quand j'ai un produit d'une fonction par exponentielle. Donc je factorise par exponentielle x. J'obtiens 2x moins 2 plus x au carré moins 2x plus 2, ce qui se simplifie. Là, j'ai 2x moins 2x moins 2 plus 2. Il me reste juste x au carré. Donc, ça me donne x au carré exponentielle x. Donc, que je remarque que mes fonctions grand F et grand G ont toutes les deux la même dérivée et que cette dérivée, c'est la fonction petit f. De la question précédente, comme je venais de dire, ces deux fonctions ont la même dérivée. Donc ces deux fonctions grand F et grand G sont des primitives d'une fonction petit f. Puisque ce sont deux primitives de petit f, elles s'écrivent à une constante près, sont égales à une constante près. Donc il existe un réel k, tel que pour tout x de 0,1, f de x égale g de x plus k. Calculer f de 0 et conclure. Alors f de 0, c'est intégrale de 0 à 0 de f de t carré exponentielle t dt, c'est-à-dire que ça vaut 0. Ou alors on peut dire par définition que grand F étant la primitive de petit f qui s'annule en 0, bah, grand F de 0 égale 0. Bref, et grand F de 0, d'après ceci, est égal à g de 0 plus k. Donc j'ai 0 qui est égal à g de 0 plus k, ou k qui est égal à f de 0 moins g de 0. F de 0, ça vaut 0. Elle est au grand F. Oui, grand F de 0 vaut 0, ça on l'a déjà vu. Et G de 0, pardon, G de 0, ça fait 0 plus 0, 2 exponentielle 0, donc ça fait 2. Donc K égale 0 moins 2, ce qui vaut moins 2. Maintenant que j'ai exprimé K, j'en déduis que ma fonction F, c'est G de x plus K, donc c'est x au carré moins 2x plus 2 exponentielle x, moins 2. Une dernière remarque. Certaines fonctions, comme notamment celle-ci, qui a x associé exponentielle moins x au carré, est continue. Donc on sait qu'elle admet des primitives. En revanche, on ne connaît pas l'expression de ces primitives. Elle n'admet pas de primitives explicites. Tout ce qu'on peut dire, c'est que celle-ci
est une primitive de grand F, par exemple, c'est celle qui s'annule pour x égale 1, mais on n'a pas d'expression explicite de la forme grand F de x égale, je ne sais pas, x au carré plus quelque chose. On n'a pas d'expression explicite de cette primitive.